Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. L'année écoulée a été indéniablement marquée par une adhésion internationale de grande envergure au plan marocain d'autonomie du Sahara dans le cadre de la souveraineté nationale, aux oubliettes les velléités d'un possible référendum que le Conseil de sécurité de l'ONU a abandonné même dans sa terminologie. L'Algérie et le Polisario sont au pied du mur et sortent leur dernière cartouche en violant le cessez-le-feu alors que les projets structurants ont transformé les provinces du Sud et que de nombreux pays ont déjà ouvert leurs consulats généraux à Laayoune et Dakhla et de plus en plus de membres de l'ONU retirent leur reconnaissance de la pseudo-république sahraoui. Ce soir, avec notre invité, le professeur et politologue Mostafa Shimi, nous allons faire un point sur les avancées du dossier du Sahara marocain et essayer de nous projeter dans les perspectives d'une résolution définitive de ce conflit maintenu artificiellement par l'Algérie depuis une cinquantaine d'années. Professeur Shimi, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, professeur, quelles étaient les principales avancées diplomatiques pour le dossier du Sahara marocain durant l'année écoulée et peut-on qualifier cette année de particulière sur ce plan? Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier? Plutôt que de parler seulement de l'année 2023, il faut situer les termes de référence de la question nationale sur un processus décliné sur plusieurs années. Nous sommes arrivés donc à cette fin 2023, mais c'est une capitalisation d'une diplomatie qui a enregistré des avancées sur la base de quoi? Sur la base d'une dynamique. En tout cas, pour faire le bilan de l'année 2023, c'est intéressant de noter que le texte de référence, évidemment, la résolution du Conseil de sécurité, la 2703, du 30 octobre 2023, résolution importante qui reprend pour l'essentiel le tronc de la précédente résolution, la 2654, la 2640, etc., des précédentes années, mais qui va plus loin, c'est-à-dire en surlignant un certain nombre de points avec beaucoup de fermeté. Je crois que c'est important dans cette résolution, il y a une fermeté du Conseil de sécurité, fermeté, avec en arrière-plan sans doute une impatience, parce que c'est une situation qui ne peut pas durer. Le secrétaire général de l'ONU l'avait dit dans son rapport, d'ailleurs il avait réitéré ce qui avait été formulé par ses soins précédemment. Les membres importants du Conseil de sécurité, puissance influente, et qui considèrent que c'est un dossier qui ne peut pas rester en l'état. En l'état parce que il est posé depuis 1975, c'est-à-dire 48 ans, c'est un demi-siècle. Il n'offre pas de perspective. Il y a une MINURSO qui est sur place donc depuis septembre 1991, ça fait quand même 32 ans, et ça coûte 62 millions de dollars par an sans qu'il y ait de perspective. Il faut bien comprendre quelle est la démarche de l'ONU. La démarche de l'ONU, c'est de revitaliser, réactiver un processus de négociation, pas simplement pour réactiver, mais pour arriver à une solution politique. C'est ça qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères de Sénat Salborita l'a exprimé à différentes reprises. Il a dit il faut se réinsérer dans ce processus qui, pour l'instant, est en panne, on va y revenir, pour arriver à un règlement pacifique négocié. Alors, quelles sont les avancées précisément? C'est votre question de l'année 2023. Essentiellement, donc, deux aspects, me semble-t-il. D'abord, au niveau de la haute instance tunisienne, le Conseil de sécurité, c'est cette résolution qui réitère la validité des paramètres de négociation et du format de négociation. Paramètres de négociation, c'est quoi? C'est la prééminence depuis 2007 dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité de projets marocains qui avaient été déposés le 11 avril 2007 au Conseil de sécurité et qui, depuis 2007, depuis 17 ans, donc, est constamment qualifié de sérieux, réaliste et crédible en vue d'un règlement négocié. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas varié. C'est un invariant dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Deuxième élément qui relève des paramètres de négociation, c'est le fait qu'il y a un processus qui doit être engagé. Alors, il y a eu diverses formules par les précédents
envoyé personnel secrétaire général de l'ONU, est arrivé maintenant à ce processus-là qui a été validé. C'est le fait que, hors scolaire d'ailleurs, c'est-à-dire le prédécesseur de Staffan de Mistura, le format des tables rondes. Il faut rappeler qu'il y a eu 2 tables rondes en décembre 2018 et en mars 2019 en Suisse. Table ronde avec qui? Avec 4 parties, lesquelles le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le mouvement séparatiste. Donc il y a eu 2 tables rondes et il avait été prévu qu'il y ait une 3e table ronde en juillet 2019, sauf que le 22 mai 2019, l'émissaire personnel donc, avait démissionné officiellement pour des raisons de santé. Donc on s'est quand même retrouvé toujours dans ces processus-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Conseil de sécurité revalide de nouveau ce processus de négociation sur la base du texte marocain, qualifié de sérieux, crédible, etc., et sur la base d'un format de négociation. Or, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? C'est essentiellement la position de l'Algérie, évidemment. Le problème est avec l'Algérie, pas avec quelqu'un d'autre. L'Algérie, depuis octobre 2020, c'est intéressant, se désengage de ce processus de négociation et elle le récuse en considérant de donner un certain nombre d'arguments qui ne sont pas recevables d'ailleurs, en disant oui, mais il est contre-productif sans expliquer pourquoi. Il fait de la question du Sahara marocain une question régionale. Or, c'est une question internationale. Le Maroc ne dit pas autre chose. Le dossier il est déposé et inscrit à l'ordre du jour des Nations Unies. Oui. Et donc, il y a le fait que l'Algérie s'est retirée de ce processus de négociation des tables rondes, suivi évidemment par le mouvement séparatiste. La préoccupation du Conseil de sécurité, affirmée sur la base du rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rapport de début octobre, qui est un élément fondamental d'évaluation, c'est de demander instamment que ce processus de négociation sur la base des tables rondes soit réactivé. C'est ça. Deuxième élément qui bloque, me semble-t-il, c'est le fait qu'il y a des accords de cessez-le-feu. Vous savez, les résolutions du Conseil de sécurité, il faut le rappeler, c'est d'avril 1991 qui ont créé la MINURSO, laquelle a été donc mise sur pied en septembre 1991 sur la base d'une résolution dédiée. Il était prévu essentiellement 2 missions à cette MINURSO. 1, le recensement des populations en vue d'un référendum. 2, le strict respect du cessez-le-feu. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation, c'est que plus personne ne parle de cessez-le-feu, de référendum depuis 20 ans. Pourquoi? Oui. Parce qu'il a été constaté par les différents émissaires des Nations Unies qu'il n'était pas possible de faire un référendum. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas accord sur l'identification des électeurs. Oui. Et donc, depuis une vingtaine d'années, il faut le rappeler, le Conseil de sécurité, dans différentes résolutions, ne fait plus référence à la question du référendum. Abandonné. Reste la question du suivi du cessez-le-feu. On va revenir au cessez-le-feu. Vous avez parlé de plus de fermeté dans la résolution 2703 de l'ONU, mais il y a aussi beaucoup plus de fermeté dans la diplomatie marocaine, parce que la politique étrangère, aujourd'hui marocaine, elle est construite sur la base ou à travers le prisme du dossier du Sahara marocain. À la limite, c'est une approche binaire, avec ou sans moyen, plus d'agressivité, si on veut dire, diplomatique. Est-ce que ça a joué aussi? Je voudrais distinguer ces 2 volets que vous avez évoqués. Il y a d'abord la maturation de la question nationale au sein du Conseil de sécurité, qui, depuis 18 ans, valide le projet marocain, le considérant comme prééminent et comme une option sérieuse, crédible, réaliste pour un règlement. Il y a le souci du Conseil de sécurité de ce que le cessez-le-feu soit respecté. Ça, c'est un volet. Oui. C'est la maturation qui se fait au niveau du Conseil de sécurité. Je note d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de veto sur la résolution. Oui.
ni sur les précédentes résolutions du Conseil de sécurité. Il y a eu des abstentions. La dernière, c'était l'abstention de la Fédération de Russie, celle du Mozambique. Oui. Vous savez que l'abstention de la Russie, la Fédération de Russie a été commentée. Moi, je l'ai interprétée comme une abstention favorable et positive. Oui, on va y venir. Au vu des contacts qu'a eu notre ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita avec Sergei Lavrov, son homologue russe, à Marrakech, il y a une quinzaine de jours, à l'occasion du forum Russie-Monde arabe. Oui. Et donc, c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, le responsable de la diplomatie russe avait dit expressément que son pays soutenait le processus onusien. C'est pour ça que je me suis permis d'en tirer cette conclusion, que c'était une abstention positive. Parce que jusque-là, deuxième volet, c'était un allié de l'Algérie. Tout à fait. Tout à fait. Deuxième volet que vous avez évoqué, quelle est la relation entre cette maturation de la question nationale au sein de la communauté internationale et évidemment les avancées dynamiques de la diplomatie marocaine? Évidemment. Oui. Ceci nourrit cela. Ouais. Il y a une synergie, une relation dialectique entre la consolidation des positions marocaines à l'international et le fait que la communauté internationale prend conscience du fait qu'il y a des réalités qu'il faut en tenir compte. Alors, parmi les grandes avancées, évidemment, il faut citer la reconnaissance américaine de décembre 2020, qui est un acte majeur dans la réévaluation de la question nationale, sans compter un certain nombre de pays. Évidemment, la réévaluation de la position de l'Espagne, c'est connu, j'y reviens pas, celle de l'Allemagne, celle d'autres pays. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni et d'autres pays, etc. Royaume-Uni qui est en train d'évoluer d'ailleurs par touches successives. Oui. Dans le cadre des subtilités de la diplomatie britannique. Vous le savez, c'est une diplomatie qui est très subtile et ça se fait par petits pas, etc. Donc, quel est l'état des lieux de la question nationale en ce début 2024 ? C'est votre premier thème. Il y a, au niveau de l'Union européenne, 16 pays sur 27 qui reconnaissent et qui soutiennent le Maroc. Il en reste une dizaine. Ils sont en train, évidemment, de réfléchir compte tenu de cette dynamique. Évidemment, premier point, je note la réévaluation de la position française, qui, il faut le dire, a toujours été constante pour ce qui est du soutien, mais qui manquait, me semble-t-il, d'activisme, peut-être, mais surtout qui n'avait pas pris en compte ce qu'avait dit le souverain dans son discours d'il y a 2 ans, et c'est la référence que vous avez faite, c'est-à-dire que nos relations avec nos partenaires traditionnels ou autres seront évaluées à l'aune, sur la base donc, du prisme de leur position sur la question du Sahara marocain. Et on attendait de Paris, compte tenu des relations privilégiées avec ce pays, avec la France, donc une correction dans le sens des nouveaux termes de référence de la question nationale, attestés par quoi ? La position américaine, la position de l'Espagne, la position de l'Allemagne et d'autres pays, etc. Oui. Et ça a été fait. Ça a été fait après 2 ans de tension, vous le savez, dans les relations entre Paris et Rabat, avec le vote du représentant français au Conseil de sécurité le 30 octobre dernier, mais surtout l'explication de son vote en disant que le Maroc, que la France est un soutien historique du Maroc pour ce qui est de la question du Sahara, et il avait ajouté ceci, il faut avancer. Ça prouve bien donc qu'il y a maintenant une prise de conscience de la communauté internationale pour que ce dossier ne reste pas en l'état et qu'il y ait des initiatives. Alors, jusqu'à quel point les consultations bilatérales informelles organisée par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU peut faire avancer le dossier, alors qu'on sait que la position de l'Algérie, là, qui est complètement dans le déni et qui refuse de s'asseoir à la table de négociation. Vous avez raison de le relever. Staffan de Mistura s'est trouvé devant cette situation, le refus de l'Algérie de revenir au format des tables rondes. Telles qu'elles avaient été pratiquées en décembre 2018 et mars 2019. Il a essayé ce que j'appellerais une dérivation, une bretelle diplomatique d'attente, c'est quoi ? Des contacts multilatéraux à New York. Et c'est comme ça qu'au mois de mars dernier, le secrétaire général de l'ONU en parle d'ailleurs dans son rapport, en mars dernier au Conseil à New York, il y a eu des contacts au Staffan de Mistura, il y a un certain nombre de pays
de pays dits du groupe des amis du Sahara, où il y a l'Angleterre, il y a la Russie, évidemment, les États-Unis, l'Espagne, etc. Mais il y a aussi l'Algérie, la Mauritanie, il a pris en contact avec l'Algérie. Donc c'était pour lui une manière de reprendre langue avec l'Algérie en particulier et de voir si ce n'était pas possible que ce soit une étape intermédiaire pour arriver au retour de l'Algérie au format des tables rondes. Oui. Donc voilà où nous en sommes. Alors, comment ça se présente pour 2024 ? Oui. Le Maroc n'est pas hostile à ce qu'il y ait des préparatifs dans un cadre informel, sous l'égide de l'émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan Mistura, à New York, ailleurs, etc., pour voir ce qu'on peut faire, comment avancer, etc. Oui. Le Maroc est ouvert, est une diplomatie ouverte, ça c'est connu. Le problème est de savoir si cette procédure va être réactivée, cette procédure de contact informel va être réactivée au cours de l'année 2024, c'est une question qui est posée. En revanche, un premier niveau d'analyse, je serais tenté de dire que le dossier n'avance pas. N'avance pas du point de vue du processus onusien. Il avance pour nous, le Maroc est mobilisé, c'est une diplomatie de mouvement, il continue. Le Maroc continue, vous le savez très bien, avec un certain nombre d'initiatives, etc. Bien. Le Maroc, c'est important de le dire à nos téléspectateurs, le Maroc n'est pas en train d'attendre les résolutions du Conseil de sécurité chaque mois d'octobre de chaque année. Oui. C'est dans l'agenda diplomatique, on le sait, mais le Maroc travaille, se mobilise sur ce plan-là. Parce qu'on a l'impression que ce sont deux mondes parallèles, celui de l'Algérie, des séparatistes et de leurs chimères, et celui de la réalité marocaine, avec tous les consulats qui ouvrent un peu partout, à Dakhla et à Laayoune, avec les pays qui retirent leur reconnaissance 90, avec les 164 pays qui soutiennent le plan d'autonomie, pendant que les autres essayent un peu de nuire par diverses manières. On va y venir. Au Maroc, c'est la réalité, c'est le fait accompli, c'est des provinces qui se développent, c'est de grandes infrastructures. On n'est pas là dans un... Moi, j'ai l'impression que ce sont deux mondes, c'est la fin d'une chimère et d'un monde et d'une idéologie. Et alors que sur le plan réaliste et pragmatique, le Sahara est marocain. Oui, bien sûr, vous avez raison de le relever. Ce que je voulais noter, c'est qu'est-ce qui a changé dans la gouvernance de notre diplomatie. Oui. C'est une question que votre invité suit depuis un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Donc il faut savoir que sur ce plan-là, il y a des repères. Oui. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a eu une séquence où nous étions mobilisés, polarisés sur les réunions du Conseil de sécurité. Oui, c'est vrai. On était dans une situation d'attentisme, de voir qu'est-ce qui va sortir sur des défenses. Ce n'est plus le cas. Nous sommes aujourd'hui dans une autre séquence qui s'est pratiquement autonomisée. Ça ne veut pas dire qu'elle ignore les résolutions du Conseil, mais elle s'est autonomisée par rapport à cet agenda annuel du Conseil de sécurité au mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que c'est une diplomatie qui s'est engagée dans un processus de dynamique, un processus proactif qui travaille avec une capitalisation d'avancée. Et c'est ça notre meilleur atout, et ça prouve aussi les réalisations de notre diplomatie. Vous avez fait référence à un autre volet qui consolide la cause nationale au plan international, c'est évidemment ce que j'appellerais la territorialisation de la reconnaissance internationale, illustrée par quoi ? Illustré par une trentaine de consulats généraux à Dakhla et à Laayoune. Oui. Et donc, c'est de différents continents, africains, arabes, Amérique latine, etc. Il ne reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Il y a deux axes très importants. Alors, celui du contexte du nouveau, nous vivons dans un contexte diplomatique et stratégique différent. Il y a un grand changement géopolitique. Ce contexte est-il favorable à notre cause nationale ? On a vu... le changement de la position de la Russie, par exemple. Cette nouvelle donne géopolitique. La Russie n'a pas changé de position. Elle s'en tient au niveau diplomatique, au soutien au processus.
Mais il n'y a plus d'hostilité. Au processus onusien, ça a été déclaré par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Marrakech. Donc, il n'y a pas d'hostilité. Il y a une distanciation pour des raisons connues, des liens particuliers entre Moscou et Alger, c'est connu, etc. En revanche, il y a un élément nouveau qui est intéressant, c'est, me semble-t-il, la volonté américaine de reprendre en main ce dossier. Ça, c'est un élément à suivre. C'est un élément qui s'est exprimé en septembre 2023, puis en décembre 2023. À quelle occasion? À l'occasion de la visite du secrétaire d'État adjoint pour le Proche-Orient, Joshua Harris, qui est venu en septembre, qui a vu le Maroc, l'Algérie, le mouvement séparatiste, mais qui en décembre, à la mi-novembre, n'a vu que le Maroc, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'un haut responsable, le numéro 2 du département d'État américain, fasse 2 voyages à 40 jours d'intervalle dans la région, avec un élément nouveau sur lequel je voudrais finir, si vous le permettez, en quelques secondes, ce sont les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui, dans une interview à Al Jazeera, vous le savez, il a dit, il a fait le tableau et le parallèle entre la diplomatie algérienne absente en Afrique, c'est lui qui le dit, et le dynamisme de la politique marocaine en Afrique. On a débordé. Un mot sur la lecture que vous faites des violations successives du cessez-le-feu dernièrement par les mercenaires du Polisario. Est-ce que ce sont, d'après vous, les derniers soubresauts d'un mourant ou d'un moribond? C'est à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Voilà un mouvement séparatiste qui a des connexions au Sahel ailleurs avec des réseaux de terroristes et qui ne respecte pas des accords de cessez-le-feu validés par le Conseil de sécurité. Merci beaucoup, Monsieur Mostafa Shahimi. À très bientôt. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV.